Pensée par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Comme pas mal d'entre vous j'imagine, j'ai grandi en développant un paradoxe massif. Alors que culturellement parlant, je m'abreuvais de science-fiction, de livres, de films, de BD où il était question d'exploration spatiale, de subtilités robotiques ou de couleurs tombées du ciel, en parallèle mon incapacité à comprendre les subtilités même les plus basiques des matières scientifiques, de la physique ou des maths, s'accentuait à mesure que passaient les années. Si bien qu'arrivé en fin de lycée, autant je pouvais discourir sans trop me planter sur les mérites comparés de Philippe Cadic et de Clifford Simak, autant vous m'auriez demandé la racine carrée de 6 ou la différence entre un proton et un neutron, j'aurais eu l'air particulièrement bête. Et ça n'est pas forcément mieux aujourd'hui, si bien que, je le confesse, j'ai tendance à m'intéresser aux actus scientifiques et notamment spatiales quand elles nous sont vendues sous l'angle de la science-fiction. Justement, à grand renfort de titres tapageurs genre « On a trouvé de l'eau sur la Lune », ça c'était tout récemment à la fin du mois d'octobre. Mais pourquoi est-ce qu'on nous parle d'espace et de science en général de cette façon, au risque de fausser la réalité ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. De l'eau glacée piégée dans des dizaines de milliards de micro-cratères à sa surface. Des astrophysiciens en apportent désormais la preuve, selon des données récoltées par un télescope installé dans un avion placé au plus près de la Lune. Avant cette découverte, seules d'infimes molécules d'eau avaient été détectées, laissant penser que l'astre était désertique. Pour en discuter, j'ai passé un coup de fil à quelqu'un qui, contrairement à moi donc, fait la différence entre la science et la fiction tout en aimant les deux. C'est mon confrère Nicolas Martin de l'excellente émission La méthode scientifique sur France Culture. Je lui ai donc soumis notre interrogation, à savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle d'astrophysique avec un vocabulaire digne de la SF ? J'ai évidemment pas de réponse toute faite à cette question-là, mais c'est un constat qu'on fait aussi, et c'est intéressant parce que c'est un constat qu'on a fait dans la méthode scientifique, où on parlait du nuage de Oort, qui est ce nuage de comètes très très lointain tout au bout du système solaire. Et il y a une étude très récente publiée dans The Astrophysical Journal, qui est Journal Letters, enfin en tout cas, bon, bref, qui est plutôt une revue normalement d'astrophysique sérieuse, quoique à l'issue de cette émission, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup d'astrophysiciens qui voulaient plus publier à l'intérieur et qui la critiquaient, sur l'éventualité de la présence d'un deuxième soleil à l'origine de notre système solaire, que le soleil aurait été une étoile double et que finalement cette deuxième étoile de masse égale à celle du soleil aurait été expulsée, et cette expulsion permettrait de modéliser et de justifier l'existence non seulement du nuage de Oort, mais aussi l'éventuelle présence d'une 9e planète très très loin, donc on verrait pas de la fameuse planète 9, etc. Et c'est intéressant parce qu'on voit, cette étude a été publiée, qu'elle est éminemment critiquée par toute la communauté astrophysique, par nos invités, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand on a cherché, on s'est rendu compte que l'étude était vraiment très critiquée. Et pourtant, ça n'a pas manqué de faire la une de beaucoup de sites d'infogénés en disant une deuxième étoile. Enfin voilà. Et donc ça a marqué les esprits et l'étude a été très reprise. Et on voit là bien une dissociation, une sorte de dissonance entre la nature, le sérieux des études, c'est-à-dire le sérieux de la science qui est faite et qui est publiée, et l'attrait que peuvent avoir les médias pour ça. L'astrophysique, souvent compliqué. Donc en fait, le plus simple pour pouvoir vendre de l'astrophysique, qui est quand même quelque chose qui fonctionne parce que les gens aiment bien l'espace, c'est de vendre du rêve et donc de vendre de la science-fiction. Et c'est intéressant parce que je pense que cette tendance, elle est d'une certaine manière accompagnée, si ce n'est amplifiée, par les agences spatiales. Et on s'en est rendu compte au moment de Rosetta et de Philae, avec ces comptes qui sont par exemple des comptes Twitter que les agences spatiales créent pour leurs robots. Donc voilà, donc en fait, il y a quelque chose dans le storytelling spatial qui veut que, en fait, c'est plus facile de vendre une histoire quand on a des images, quand on a une narration qui est très proche finalement, qui est facilement représentable, qui est facilement rapprochable d'un univers de science-fiction, qui est individualisable et qui d'un seul coup permet de générer de l'imaginaire rapidement en s'appuyant sur l'ensemble de l'imaginaire de science-fiction que tout le grand public a à l'esprit. Ce qui est assez drôle, notamment quand on est fan de science-fiction, c'est de voir cette espèce d'effet de bascule qui se produit entre une science-fiction qui, à la base, est le miroir des avancées scientifiques, donc qui s'inspire de la science pour créer de l'imaginaire, et aujourd'hui, une science qui s'inspire de la fiction pour, comme tu le disais, créer une narration. En même temps, ce double mouvement, il a toujours existé, je pense. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un double mouvement de la science-fiction vers la science et de la science vers la science-fiction. En même temps, si tu veux, si on procède du départ, je pense qu'on peut se dire qu'il est normal et il est légitime que le premier effort de vulgarisation que les scientifiques doivent faire,
c'est de l'ordre de donner accès au grand public à des images qui sont des images facilement représentables. Tu vois, même si on remonte à Einstein finalement, hein, les expériences de pensée, c'est exactement ça. Les expériences de pensée, c'est ce qui permet de conceptualiser des concepts très compliqués, des équations très compliquées dont on va tirer des images et des concepts simples qui vont pouvoir du coup permettre au grand public de comprendre et donc véhiculer l'idée. C'est l'idée de dire que si on est dans une fusée sans fenêtre avec une accélération égale à je ne sais plus combien, on est incapable de savoir si c'est l'accélération qui crée la gravité ou si on est soumis à une force de gravité. Donc si on est sur une planète ou si on est en mouvement, c'est les jumeaux de Langevin, dont un qui part dans l'espace, qui revient plus vieux, etc. C'est le chat de Schrödinger. Enfin, tu vois, ça me paraît légitime d'avoir recours à ces images-là qui permettent de visualiser, de comprendre, de raconter une petite histoire autour de concepts qui sont des concepts par ailleurs très compliqués comme la mécanique quantique, la relativité générale, etc. En fait, si tu veux, on a atteint quelque chose en 69 d'invraisemblable pour les gens qui l'ont vécu, qui est que avant même d'avoir les grandes épopées spatiales de fiction, de SF, Star Wars, on l'a eu en direct sur notre télévision. C'est-à-dire qu'on a vu des hommes marcher sur la Lune en direct depuis la télévision, ce qui était, tu vois, un truc quand même absolument invraisemblable en termes de marquage de l'imaginaire. Et puis, une fois qu'on a eu ça, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens se sont très vite désintéressés des missions Apollo suivantes. On a le sentiment qu'après cette image iconique, hyper marquante pour toute une génération, qui a été une image inspirante pour des générations entières d'astrophysiciens, etc., et ben, ça a été aussi le cas pour les créateurs et pour les lecteurs de science-fiction qui se sont dit maintenant, on doit aller plus loin. On peut créer du merveilleux et du surajout. D'ailleurs, c'est pas complètement étonnant de se dire que ce qui vient et les films qui viennent après qu'on a marché sur la Lune, c'est du vrai gros space opéra. À la fin des années 70, on a envie d'envoyer des rayons laser, on a envie de créer un imaginaire qui va être bigger than life, quoi, tu vois. En fait, les premières images de science-fiction incroyables qui font rêver la planète entière, c'est pas de la science-fiction, c'est de la science, et c'est Armstrong en train de marcher sur la Lune, quoi. Je comprends la nécessité de vulgariser et du coup de créer des images fortes pour que le grand public puisse s'en saisir. Ce que j'identifie, moi, c'est plusieurs risques là-dedans, et tu me diras s'ils sont justifiés ou pas, mais notamment le fait à vouloir trop simplifier, de créer des contresens ou des incompréhensions. Je pense notamment aux dernières annonces qui ont été faites autour de l'eau trouvée sur la Lune, des traces d'eau trouvées sur la Lune, où on avait l'impression, quand on lisait certains papiers de presse très généralistes, qu'on avait limite découvert de la vie sur la Lune. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de distorsion aussi à force de simplification ? Si, bien sûr. Ce que tu dis pour l'eau sur la Lune est encore plus vrai pour Vénus. Pour les traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus, où beaucoup de médias très généralistes ont pas hésité à titrer les traces de vie ou en mettant à peine un point d'interrogation et encore en police 0,5 histoire qu'on l'oublie, quoi. Mais ça, le problème, c'est que ce que tu décris là pour l'espace, c'est vrai malheureusement pour quasiment toute la science. C'est-à-dire que le problème, et c'est un problème qui rejoint moi quelque chose dont je parle beaucoup depuis ce printemps et dont je parlais déjà un peu avant, depuis que je fais la méthode scientifique, c'est de dire que aujourd'hui, il y a un vrai problème d'absence de culture scientifique, de défaut de culture scientifique très important dans les médias, chez les journalistes d'infogénés. Ce qui est intéressant, c'est que les journalistes d'infogénés dont le travail est de décoder ou de ne pas céder aux sirènes de communication, par exemple d'une parole politique ou d'une parole économique ou d'une parole syndicale, ils vont systématiquement tomber dans le panneau de la communication scientifique, c'est-à-dire des labos ou des auteurs qui vont faire cette fameuse étude sur les deux soleils pour vendre, pour faire de l'épate, quoi. Et donc, ils vont relayer les grands titres des dépêches, ils comprennent pas très bien ce qu'il y a dans l'étude, et ça fait des papiers avec pas assez de prudence épistémique. Et tout ça, c'est généré par le manque complet de sensibilisation scientifique dans la formation initiale des journalistes d'infogénés. Moi, je plaide et je milite beaucoup pour que les écoles de journalisme intègrent, comme ils le font avec l'économie, la politique ou le sport, quelques jours, si ce n'est une semaine, de formation à l'esprit scientifique, donc à comprendre simplement ce qu'est une étude, à ne pas tomber dans les panneaux de communication, comme je le disais, pour switcher sur un autre sujet, encore une fois. Si on avait commencé à donner des cours de sciences et d'esprit scientifique à tous les journalistes d'infogénés il y a 10 ans, on n'aurait pas eu Didier Raoult aujourd'hui, quoi. L'autre risque que moi j'identifie, qui est peut-être un peu plus pernicieux, c'est de voir s'accentuer avec des annonces dans la presse sensationnaliste qui sont régulièrement débunkées juste après. Ah non, il n'y a pas de soleil, non, il n'y a pas de la vie sur la Lune. On voit souvent fleurir ces papiers une semaine après les papiers très sensationnalistes. C'est de voir s'accentuer, s'aggraver
la défiance qu'il y a entre nous, les médias, et le public qui se dit non mais finalement, même dans les articles scientifiques, on nous vend un peu n'importe quoi. Non, mais ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et c'est exactement ce que disait hier Alessandro Morbidelli, qui est un important astronome de l'Observatoire Nice-Côte d'Azur, qui est vraiment un type formidable, qui a fait beaucoup de travaux très importants et qui est notamment à l'origine du modèle de Nice, qui est l'un des modèles les plus intéressants de formation du système solaire. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, ça crée exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que ça crée, à un moment donné, une dissonance entre ce que les gens vont lire ou entendre dans un premier temps et en plus, en général, de plus en plus déformé à mesure que le média est de plus en plus sensationnaliste et donc de moins en moins précautionneux, sérieux et rigoureux quant à son traitement de l'actualité. Et ensuite, s'y arrive jusqu'aux oreilles de ce public-là le fait qu'il n'y a peut-être pas vraiment de vie sur Vénus, qu'il n'y a peut-être pas vraiment de deuxième soleil, etc., ça crée de la défiance. Et là, c'est une responsabilité des chercheuses et des chercheurs. Hein. C'est la question de la malscience, c'est la question de l'étude mal troussée qui va faire beaucoup de bruit et qu'on envoie pour se faire de la pub à peu de frais. C'est une responsabilité évidemment collective, du traitement de l'actualité aussi de la part des médias d'infogénés, mais on pourra difficilement empêcher un jour les médias poubelles de faire de l'info poubelle. Ça, ce qui est vrai pour la science, c'est vrai pour tout le reste. Donc ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. En revanche, effectivement, en amont, peut-être aujourd'hui, particulièrement et d'autant plus dans ce contexte de défiance collective, à imposer une sorte de code de bonne conduite, ou en tout cas d'empêcher une forme de rétribution par l'image ou par les crédits financiers de cette malscience ou de cette science poubelle sensationnaliste qui finit effectivement par augmenter cette fracture et par entretenir cette idée que les scientifiques peuvent raconter n'importe quoi et que la parole scientifique est une parole dont on peut se défier au même titre que la parole politique, etc. J'imagine qu'il n'y a pas, je vais faire un jeu de mots très très mauvais, de méthode à 100% pour devenir un bon journaliste généraliste sensible aux questions scientifiques, mais si jamais il y a des aspirants journalistes ou des futurs journalistes qui nous écoutent, qu'est-ce que toi tu leur conseillerais de lire, de faire pour arriver un peu plus aguerri dans une rédaction, dans une grande rédaction demain ? Moi, je pense que quand on fait de l'infogéné, quand on commence surtout, quand on est en début de carrière, on sait qu'on va se retrouver à traiter tout. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à traiter de l'éco, du judiciaire, du sport, de la politique, de l'agricole, de l'éducation et donc de la science. J'ai enseigné pas mal de temps au CFJ, en école de journalisme, et moi, j'ai vraiment souvenir que quand je donnais des papiers à faire, dès que je filais un papier science, c'était toujours « Oh non, oh, c'était concert de gênements et de plaintes en disant « Oh là là, c'est compliqué, on n'y comprend rien ». Donc, c'est juste considérer les sciences sur un terrain d'égalité en termes de traitement de l'actualité avec la politique, l'économie ou les faits divers. C'est-à-dire qu'en fait, les sciences, c'est une partie de l'actualité, c'est une partie de l'information, c'est une partie de ce qui nous permet aujourd'hui de décrire le monde et traiter les sciences de la même façon, avec la même défiance, entre guillemets, ou en tout cas avec une grille d'analyse aussi rigoureuse qu'avec celle avec laquelle on peut traiter par exemple l'information politique, c'est de se dire à un moment donné, tiens, je vois une dépêche tomber avec un gros titre de l'AFP en disant un nouveau médicament qui pourrait permettre de guérir la maladie de l'Alzheimer. Et donc, d'un seul coup, avoir la curiosité, c'est-à-dire de mettre en doute, non pas tout ce qui est donné, tout ce qui est produit, mais en tout cas de mettre en doute la communication scientifique et de se poser la question de se dire, mais attendez, la maladie d'Alzheimer, déjà, est-ce qu'il y a des médicaments qui existent ? Ah, il n'y a pas de traitement. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des médicaments qui ont déjà été sortis ou ce genre d'information qui est sorti ? Là, médicament miracle Alzheimer, boum. Et là, on a 257 articles qui tombent, dont depuis juste 1 an et demi. On dit, ah, mais dis donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui traitent toujours cet angle. Enfin, voilà. En fait, vous voyez, c'est vraiment juste l'approche journalistique, c'est-à-dire, quand on ne sait pas, aller chercher, se renseigner, vérifier ce qu'est la nature d'une étude. Si l'étude, c'est difficile à lire, il y a toujours des vulgarisations de la presse scientifique qui peut vulgariser, qui peut donner, qui peut aider à comprendre un peu ce qu'il y a dans l'étude. Donc, vraiment, ne pas se dédouaner de la science comme un truc compliqué qui fait chier tout le monde où il suffit grosso modo de réécrire une dépêche AFP et donc de transmettre de la communication comme vont le faire tous les médias poubelles, mais de se dire à un moment donné que vaut cette information, quelle est sa sûreté, quelle est sa solidité et qui je peux appeler
si moi je comprends pas tout, pour m'aider à comprendre cette information. Et aujourd'hui, le CNRS, l'INSERM, le CNES, l'ESA ont tous des services de com hyper bien foutus où il suffit d'appeler ou vous mettre en relation avec des chercheurs et que vous pouvez leur dire, voilà, moi je suis en train de lire la dépêche, j'aimerais juste que vous m'expliquiez, est-ce que ça vous paraît solide, est-ce que ça vous paraît pas solide, vers quoi je peux me retourner pour essayer de trouver. Enfin, en fait, c'est juste faire un travail de compréhension et d'analyse de l'information, quoi. Et voilà une idée qui, contrairement à pas mal de notions de physique ou de biochimie, est accessible même à un littéraire aussi désespérant que moi, comme quoi rien n'est jamais perdu. Merci à Nicolas Martin pour ses réponses. La méthode scientifique, c'est tous les jours à 16h sur France Culture, et ça se podcast aussi très bien. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.